Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Alors, bonjour et bienvenue à un épisode de la série En Mouvement. Nous abordons aujourd'hui un sujet essentiel à la transformation sociale, soit la mobilisation citoyenne et le lien entre l'engagement philanthropique et l'engagement citoyen. Lors du sommet, plusieurs ont démontré que la complexité et l'intensité des crises forçaient la multiplication des collaborations pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants. La mobilisation des acteurs devient incontournable pour trouver des solutions communes et agir comme moteur de changement à notre société. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Hélène Dufresne, présidente de la Fondation Dufresne-Gauthier, qui nous parlera du renforcement nécessaire des liens entre l'engagement philanthropique et l'engagement citoyen pour le bien commun et la transformation de notre société. Bonjour, Mme Dufresne. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Je vous remercie de participer aujourd'hui à notre nouvelle série de l'Institut Malais. Alors, je vous demanderai en quelques mots de vous présenter et de présenter votre organisation. Bien, comme vous l'avez mentionné, je m'appelle Hélène Dufresne. Nous avons créé la Fondation Dufresne et Gauthier il y a plus de 20 ans, suite à notre départ du Cirque du Soleil, où on avait pu accumuler en quelque sorte une petite fortune, adopter 2 enfants, puis comme on ne pouvait pas tous les adopter, mais on a décidé de créer une fondation qui viendrait en aide aux enfants un petit peu plus vulnérables. Puis, comme je dis souvent, pour aider les enfants, ben, il faut aussi aider les familles parce que les familles, c'est le microcosme dans lequel les enfants peuvent s'épanouir. Alors, c'est ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années en soutenant des organisations communautaires bien implantées dans les communautés où on intervient, surtout dans la région et la périphérie de la ville de Québec et de Montréal, ainsi qu'en Mongolie. Vous étiez panéliste lors de notre sommet sur la philanthropie qui a eu lieu en novembre dernier. À cette occasion-là, quel apprentissage avez-vous pu faire ou qu'est-ce que vous en avez retenu de ce sommet-là? Bien, d'abord, j'ai rencontré des gens inspirants, je dirais. J'ai été galvanisée par quelques interventions, celle du maire de Québec, Bruno Marchand, celle de la docteure Joanne Liu, qui a un parcours quand même assez exceptionnel, par Laurent Duvernay-Tardif, que je connaissais pas vraiment, seulement de nom, mais que j'ai trouvé aussi quelqu'un de... Ça va vite dans sa tête, là. Puis il est vraiment bien ancré, je trouve, dans la société, puis avec un fort ancrage. Alors, ça, et le fait que beaucoup de gens qui provenaient des organisations communautaires ou qui travaillaient auprès d'elles, tout le monde était à peu près unanime pour dire que on ne peut pas juste penser trouver des solutions sans impliquer les gens qui sont concernés par les enjeux qu'on veut adresser. Il faut absolument impliquer les parties prenantes, puis il faut faire ça en respectant la dignité des personnes. Et ça, c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi quelque chose que j'ai entendu à multiples reprises dans ce sommet. Inspirant, donc, puis galvanisant. J'aime ces termes. Dans votre vision de l'action philanthropique, on vous entend souvent parler de l'éco-citoyenneté. Pouvez-vous nous l'expliquer davantage ou comment vous le décrivez, l'éco-citoyenneté?
Et moi, je pense que, être, citoyen dans une ville, ou une société, ça vient avec des droits, certainement, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Il faut comprendre, la communauté dans laquelle, on vit. Il faut être capable de pouvoir agir positivement pour, changer les choses qui doivent être changées, faire évoluer les mentalités. Hem et bien sûr, tout ça, ça doit se faire, dans le respect, je dirais, de toutes les organismes vivants dans cette communauté-là. Et pour moi, ça inclut aussi l'environnement parce que notre environnement, il est capital à notre santé, à notre bien-être, à notre capacité de pouvoir, même tirer des leçons de ce qui se passe en nature, qui s des leçons qui sont complètement transférables, je trouve, À l'humain? à l'humain, absolument. J'ai vraiment cette intime conviction que tout est lié. Heu, on peut pas penser que l'homme est au-dessus de la pyramide, dans sur terre, puis peut contrôler l'ensemble des éléments. Tout est lié, puis on doit, je pense, chercher à respecter ces interactions-là entre le vivant, l'humain et je dirais même jusqu'au sacré, tu sais, jusqu'à Mmh. en quelque sorte. Il y a beaucoup de croyances, qui nous viennent de différentes cultures, mais qui se rejoignent, au fond dans la façon de les exprimer ou de Dans les l'essence, oui, c'est manifester. ça. On vous a entendu souvent parler de l'engagement ou de votre vision de l'engagement philanthropique et de l'engagement citoyen. Pouvez-vous un peu nous distinguer votre vision de l'engagement philanthropique versus celui citoyen? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous voyez une différence entre les 2? Ben moi, je 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 crois que, encore là, je pars de mes convictions intimes, là, je fais de la philanthropie aussi pour me sentir, en quelque part, ancrée dans le monde dans lequel je vis. Je il y a des gens qui choisissent de vivre dans leur cage dorée ou pas, mais moi, je suis là pour la rencontre aussi, là, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis, comment mieux aider. Alors pour moi, il suffit pas de faire un chèque, puis de tourner le regard, puis continuer ma vie. Je veux comprendre qu'est-ce qui mène à la pauvreté. Je veux comprendre qu'est-ce qui est aux origines d'une famille dysfonctionnelle ou pas. Je veux comprendre ce à quoi les organisations communautaires qu'on soutient avec la fondation font face en termes de en ce moment, là, les grands problèmes, sont ceux de l'itinérance, heu, l'afflux de réfugiés qui arrivent, qui ont pas beaucoup de ressources de nos gouvernements et qui sont laissés à eux-mêmes pour la plupart. Hem, Ils font face aussi à cette difficulté depuis la pandémie particulièrement à ce que les gens s'engagent sur du moyen ou plus long terme. Si les gens créent une série d'ateliers pour les parents vont venir une fois, mais il y a 8 ateliers. Pourquoi ils reviennent pas d'une fois à l'autre? C'est ce que vous Alors, essayez de comprendre? ben c'est ça. Alors moi, je trouve que dans la dynamique qu'on a installée à la fondation où on permet une rencontre entre les différentes personnes qui travaillent dans les organismes qu'on soutient. On est capable de débattre de ces enjeux-là. On est capable de trouver des solutions ou des amorces de solutions. Il y a une forme, d'apprentissage par les pairs qui s'exerce parce qu'il y a des organisations qui sont plus matures que d'autres. Alors souvent, elles peuvent, servir d'émulation pour des organisations plus jeunes qui ont plus de ou qui sont animées par des gens plus jeunes avec moins d'expérience et ce partage et cette communication, assez fluide, qui se fait dans la confiance puis dans la transparence, ben tout le monde ressort gagnant au bout du compte. Moi, je comprends mieux,
ce qu'ils vivent. On les aide à mieux se comprendre eux-mêmes, à trouver des solutions aux enjeux auxquels ils font face. Puis, tu sais, souvent, les gens dans les organisations travaillent avec des gens qui vivent un peu en marge, hein. Quand, tu es plus vulnérable, ben, tu as tendance à t'isoler. Puis les gens qui travaillent dans les organisations communautaires sont tellement investis qu'eux aussi vivent un peu d'isolement. Alors, en favorisant ces rencontres-là, puis en les sortant de leur milieu aussi, ben on leur permet de des échanges qui sont fructueux. Ça leur permet de rester en lien par la suite. Ça le permet de mettre en valeur certaines pratiques qu'on juge exemplaires, en quelque sorte. Donc ça les valorise. Nos rendez-vous annuels qu'on fait avec eux, on appelle ça les RRV. Ce sont des rendez-vous ressourcement, réseautage et valorisation de leur travail. Alors, ça fait en sorte qu'on a développé une excellente relation, avec, nos organismes, puis un lien de confiance là qui est pratiquement inaltérable là, parce que, on est dans la durée d'abord. Il y a certaines organisations qu'on soutient depuis plus de 15 ans OK. et puis parce que, on a le droit à l'erreur aussi, tu sais. Parfois, ils nous ont proposé des projets, ils se sont rendus compte, ça marche pas comme on pensait. On se réajuste, on a cette souplesse-là parce qu'on a cette proximité-là aussi avec eux et qu'on a pu nourrir, une certaine confiance là qui permet Mutuelle. voilà. Donc, vous parliez du droit à l'erreur. Comment vous voyez ça dans la philanthropie, le droit à l'erreur? Comment vous, est-ce que c'est une permission d'essayer des choses qui ne réussissent pas? Est-ce que c'est une permission de tenter, l'innovation? Est-ce que c'est de dire aussi aux gens: «Regardez, on vous donne les moyens, essayez une nouvelle chose, puis si ça marche pas, ben, on regardera d'autres alternatives, d'autres solutions». Comment vous interprétez le droit à l'erreur pour une Mais je vais vous prendre un exemple, lors de notre 10e anniversaire à la fondation, on avait, choisi de faire une espèce de concours où est-ce que, on voulait que les parents nous parlent de leurs bons coups. Ils devaient l'écrire ou le dessiner parce que quand c'était des enfants, ils pouvaient le dessiner. Hem, Qu'est-ce que je fais avec mes enfants qui ça marche à tout coup, puis tout le monde, on est content à la fin de la journée d'avoir fait ça. Puis on s'est rendu compte que les parents étaient pas capables de nommer ces bons coups-là. Parce qu'ils vivaient une plus grande précarité, parce qu'ils, vivaient des difficultés plus particulières, parce qu'ils étaient pas assez outillés, parce que, ils disaient: «Ben moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir les amener à dessiner», alors que c'était pas du tout ça, là. Alors on s'est rendu compte avec puis pourtant on avait réfléchi à ça avec les organismes qu'on soutient. Alors là, on s'est revirés, on s'est dit: «Bon, ça marche pas. Ça peut marcher, mais ça a besoin de plus d'accompagnement», tu sais? Alors on a fourni l'accompagnement que ça demandait, tu sais? Et à la fin de l'exercice, on a recensé un peu tous les bons coups, puis on a publié un petit agenda où à chaque semaine, il y avait quelques bons coups décrits dans l'agenda pour donner aux parents des leur pistes? rappeler des Ouais. bonnes, tu sais, faire une cabane au-dessus de la table de cuisine, manger du popcorn le vendredi soir, c'est correct, là, puis c'est bien le fun de faire ça, là. On est comme en camping, tu sais, ou, enfin, c'est des Ben, exemples comme ceux-là, là, des choses la vie simples. quotidienne des parents, mais Alors là, c'est nous qui avions imaginé ça de concert avec les différentes organisations qu'on avait impliquées dans la réflexion, puis, ben, on s'est ajusté. Alors, c'est ça le droit à l'erreur, c'est de dire: «Oh, mais la cible que j'avais, je m'y rendrai pas de cette façon-là. Comment je peux faire pour quand même continuer avec la même cible ou réajuster ma cible, mais changer les moyens?» ou c'est ça le droit à l'erreur pour moi, là, c'est cette souplesse
que souvent les programmes gouvernementaux permettent pas parce que les indicateurs sont plus rigides, parce qu'on demande justement d'innover constamment, alors que ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de financer ce qu'on sait qui marche puis qui est vieux comme le monde, là. J'exagère, Puis qui est mais nécessaire, mmh, puis dont la population a besoin encore, tu sais, c'est pas voilà. les besoins primaires. Tantôt, vous parliez d'asseoir, chacune des organisations, vos rendez-vous. Est-ce que ça a créé aussi des collaborations entre les organisations que vous réunissez? Tu sais, par exemple, une problématique X, est-ce que certaines organisations ont commencé à travailler ensemble parce qu'elles se sont connues ou se sont Bien rencontrées? sûr, bien sûr. Il y a eu, tu sais, des centres communautaires qui ont développé un volet hébergement parce que, il y avait une lacune dans le milieu dans lequel ils vivaient. Alors on les mettait en lien avec, par exemple, ici à Québec, Mère et Monde, qui Mmh, est une, ressources. une ressource pour, les femmes monoparentales qui ont des jeunes enfants. Alors comme ça, ben ils sont puis souvent, ils se connaissent pas entre Montréal et Québec, ils se connaissent pas, mais là, c'est tout d'un coup un prétexte pour faire un petit voyage à Québec, aller réaliser sur place, comment les choses, se ou vice versa, là. Parfois, c'est vers Montréal Oui. aussi, là. Alors, ça permet ça et ça permet aussi que comme ils se connaissent, ben des fois, il suffit juste de décrocher le téléphone puis: «Explique-moi donc encore une fois comment tu as réussi ton transfert générationnel, là, parce que, tout d'un coup, tu avais plusieurs membres de ton personnel qui partaient à la retraite, puis il fallait, créer une relève, alors qu'est-ce qui a été ta recette, qui a Puis des marché?» pères aidants avec des réalités similaires ou autres, donc ça crée une collaboration. Ouais, c'est vraiment un apprentissage par les pairs. Oui. Puis on est rendu même qu'on fait nos évaluations comme ça. Au lieu de les rencontrer un à un, on les rencontre en groupe, puis on leur demande de nous présenter un peu le bilan de leur année. On parle pas de chiffres, là, heu, puis on c'est rare qu'on mentionne même les indicateurs. Ils nous le remettent dans un rapport écrit, mais ils vont partager devant d'autres organisations les enjeux qu'ils ont eu à traverser, les crises parfois, les réussites. Puis, puis là, mais tout le monde entend, puis tout le monde profite de cette expérience-là en quelque sorte aussi. Puis trouve des façons, parfois pour adapter ça à leur réalité, tu sais? Et si nous, comme fondation, on les rencontrait seul à seul, puis qu'on se mettrait à discuter: «Oui, mais as-tu pensé à telle affaire?» On aurait l'air de juger qu'ils font pas leur travail correctement. Alors que quand ça vient d'une autre organisation, il y a comme c'est un vis-à-vis, là. C'est quelqu'un qui a le même genre de problème de rétention de main-d'œuvre, de financement, de fidélisation de sa clientèle. Alors, lui, il accueille ce partage-là avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance, là. Puis ça permet d'accentuer le lien de confiance que vous avez avec ces organisations-là, veut pas, là, tu sais, toujours lors du sommet, de novembre dernier, monsieur, François Blais, professeur à l'Université Laval, a amené le principe, du vote philanthropique. Donc, dans le fond, de soutenir une cause, de soutenir, une organisation plutôt qu'une autre. C'est un message aussi, qu'on envoie soit face, à un manquement de l'État, soit à une priorisation de la société ou à une priorisation personnelle. Qu'est-ce que vous pensez du principe ou qu'avez-vous, je sais que ça vous a interpellé, vous en avez reparlé dans certains ateliers sur le vote philanthropique. Comment vous l'interprétez, le choix d'une cause? Ben moi, je le vois certainement plus, au niveau de la mobilisation citoyenne. Hem, D'abord, je crois que, le pouvoir n'appartient pas seulement à l'élite, aux gens qui ont de l'argent ou à la classe politique, ou à ceux qui ont un plus gros porte-voix, là. Je pense que, aujourd'hui, on peut plus, penser qu'on va continuer à développer nos sociétés sans impliquer, les gens qui sont concernés. Alors, et je pense que la réussite d'un projet ou d'une politique peut pas se faire sans que ces gens-là soient impliqués. Je vais vous donner 2 exemples un peu pour illustrer ça. La Le mouvement Mère au front.
Le mouvement Mères au front n'existait pas, il est né il y a à peine 3 ans, là, et il est né en pleine pandémie, en fait, là, et ce sont des voix un peu spontanées de mères qui, tout d'un coup, se sont mis à s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants et qui étaient, insatisfaites ou désenchantées, de ce que, la classe politique ne fasse pas davantage pour prendre, en considération les changements climatiques dans la prise de décision. Dans le mouvement des mères au front, il y a des mères, des grands-mères, il y a même des pères, mais ce sont des gens qui s'étaient pas nécessairement, impliqués auparavant. C'est l'élan du cœur qui les a amenés à s'impliquer, à faire entendre leur voix. Le mouvement est complètement décentralisé. C'est sûr qu'il y a un comité national, mais il est décentralisé dans les communautés, dans les villes, et il agit sur des préoccupations qui concernent ces communautés, ces villes dans lesquelles les maires sont installés. Alors, nous, c'est un mouvement qu'on soutient depuis le début, puis qu'on va continuer de soutenir parce qu'on pense que c'est ça aussi, une société démocratique, c'est de permettre de faire entendre des voix qui, autrement, sans cette mobilisation-là, on n'aurait pas tendance à écouter ou à entendre. Un autre exemple, il y a un organisme communautaire, qu'on soutient dans Ville-Saint-Laurent, à Montréal, qui s'appelle le Centre Bon Courage. Puis Ville-Saint-Laurent et le centre en particulier est situé, entre différentes autoroutes dans une portion de territoire, qui est un peu, en dehors des voies de circulation habituelles, entouré d'HLM et les jeunes du Centre Bon Courage ont se sont fait reprocher qu'il y avait du vandalisme, puis de la délinquance, puis ils ont dit: «Oui, mais écoutez, il y a même pas d'éclairage de rue dans notre quartier», tu sais? Alors, les intervenants ont dit: «Venez avec nous, on va aller faire des représentations à l'hôtel de ville, auprès des élus municipaux, pour expliquer ce qu'on vit, puis en même temps, comment ça nous colore d'une certaine façon», parce que c'est un quartier où il y a beaucoup Mmh. d'immigration. Alors, il y a une forme de profilage racial qui s'exerce, mais le fait est que ce quartier-là n'était pas parce que en faisant leur représentation, les jeunes ont réussi à convaincre les élus qu'il fallait investir dans les infrastructures au niveau des éclairages, des trottoirs, pour faire en sorte que les jeunes aient un endroit où circuler et être en sécurité. Alors, ce sont ce genre d'exemples-là, je pense, qui, à mon sens, en tout cas, est le type de philanthropie qu'on pratique qui est porteuse de voix, où on encourage et on stimule l'expression ou la manifestation de ces voix-là qu'on n'a pas l'occasion d'entendre tout le temps. Madame Dufresne, notre entretien tire à sa fin. Discussion très inspirante. Je retiens de cette discussion-là, la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins, puis répondre aussi aux besoins des organisations, la confiance qui est essentielle. Vous me parliez aussi de transparence. La confiance, j'imagine, dépend aussi d'une transparence qui est là. Mobiliser, être mobilisateur, amener à la collaboration et évidemment un travail de proximité, être près des gens qui ont des besoins, être à l'écoute des gens qui ont des besoins. Est-ce que je comprends bien votre vision de la philanthropie? Bien, tu sais, je peux concevoir qu'il y ait une philanthropie qui soit différente de la Oui. mienne, mais là, j'étais ici pour parler de la mienne et de ce qui m'anime dans ce que je fais. Alors, je pense que ça résume bien, là, vous savez, je pense que chaque jeune, on choisit pas où on est et pourtant chaque jeune devrait avoir, la possibilité de réaliser son plein potentiel et devenir un citoyen engagé. Mais pour ça, ben, il y en a qui ont besoin de davantage d'accompagnement, puis c'est là qu'on veut intervenir parce que ces jeunes-là sont nos citoyens de demain.
Mais merci beaucoup pour cet entretien. Donc, nous, on se revoit pour un autre entretien de la série En mouvement. Merci.